Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Eh bien, bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Gilles Clossé qui est responsable de l'écosystème IA chez OVH Cloud. Bonjour Gilles. Bonjour Manuel. Alors comme le veut notre tradition, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter OVH Cloud ? Moi, je suis en charge de l'écosystème IA chez OVH Cloud. Donc, l'écosystème IA, c'est toutes les entreprises extérieures de services ou éditeurs qui vont utiliser nos services pour développer leurs solutions. OVH Cloud, c'est le leader européen du cloud. On est positionné par les analystes comme le 10e plus gros cloud provider au monde. Malheureusement, les autres de ce classement ne sont pas européens, ils sont soit américains, soit chinois, effectivement. Ouais. On a aujourd'hui 46 data centers dans 19 villes sur les 4 continents, plus de 500 000 serveurs physiques qui servent un peu plus d'1 600 000 clients, donc capacité mondiale. Et donc évidemment, on fait des services IA, pas depuis hier, depuis 2017. Pour faire court et assez simple, on peut les mettre en 3 catégories. Première catégorie, ça va être de la capacité de calcul. Oui, donc là, c'est des services avec les fameux GPU, c'est plus qui permettent de traiter les modèles d'IA. Donc les GPU, c'est historiquement les puces des consoles de jeux vidéo qui sont devenues centrales en fait dans le calcul des modèles de langage en particulier, type OpenAI, Gemini et maintenant OVH également. Exactement. Il s'avère qu'en fait les calculs faits pour le graphisme sont également le même type de calcul fait pour l'IA, donc des calculs matriciels. Et donc c'est un peu le nerf de la guerre en IA, cette capacité de calcul. Donc nos clients peuvent prendre de la capacité de calcul chez nous sous diverses formes, soit du bare metal, soit des serveurs virtualisés, soit du Kubernetes, etc. Et après ils font ce qu'ils veulent avec. L'autre famille, ça va être des services managés, où donc là, on va avoir notamment 2 grands produits. Le premier, ça va être AI Endpoints. Donc là, c'est des modèles d'IA sur étagère. D'accord. On a une quarantaine de modèles disponibles et donc là, il n'y a pas besoin d'expertise d'IA. D'accord. Quel type de modèles ? Des modèles qui servent à faire quoi ? C'est des modèles de texte LLM classiques. Ça peut être des VLM qui vont permettre d'analyser des images. Ça peut être des embeddings. Donc là, c'est un peu plus technique. Ça peut être de l'analyse de sentiments. C'est assez complet pour faire la majorité des tâches. Alors sur ces modèles, est-ce que ce sont des modèles que vous avez créés vous-même ou ce sont des modèles que vous avez en modèle open source qui sont finalement infogérés sur vos serveurs ? C'est des modèles open source. Chez OVH Cloud, on a une très grande passion pour l'open source, pas que sur l'IA, sur notre infrastructure cloud également. Et donc aujourd'hui, on voit que les modèles open source sont très proches d'un point de vue performance des modèles propriétaires, même s'ils sont un peu en retrait. Mais ils ont beaucoup d'autres avantages, notamment sur le prix et puis sur la réversibilité, l'interopérabilité. Donc ils ont un poil de retard en termes de performance, mais ils sont quelques mois. Quelques mois, et ils rattrapent ce retard rapidement. Alors, je suis très heureux qu'on ait l'occasion d'échanger aujourd'hui, puisque quand je rencontre des exécutifs en entreprise ou des opérationnels, la question de la sécurité des données, de savoir où ça va, est-ce que ça peut aller chez mes concurrents, est-ce que ça va aux États-Unis, est-ce que mes concurrents américains peuvent m'espionner, est une question qui devient extrêmement importante. Et donc, OVH, à ce titre-là, est un acteur très intéressant par rapport à votre côté souverain. Est-ce que tu peux nous donner des exemples aujourd'hui de cas d'usage que vous faites avec vos clients entreprises qui sont justement sécurisés et sur un environnement souverain tel qu'on peut le demander aujourd'hui dans certains contextes ? Le premier cas d'usage que je rencontre régulièrement et que j'aime beaucoup, c'est le traitement de documents automatisés, donc ce qu'on appelle l'IDP, Intelligent Document Processing. Et donc là, globalement, c'est les nouvelles générations d'OCR. Donc c'est comment un système peut ingérer des documents en très grand volume, extraire l'information de ces documents, la formater dans un certain format pour ensuite l'injecter dans le reste du SI. Et donc l'exemple typique, ce qu'on voit beaucoup, c'est le traitement des factures. Oui, des factures, des devis, des anciens appels d'offres aussi, j'imagine. Exactement. On a des clients qui font plusieurs dizaines de milliers de documents par jour de cette manière-là. Moi, j'aime beaucoup ce cas d'usage parce que ça montre vraiment le côté automatisation de l'IA. On dit beaucoup de choses sur l'IA, mais c'est avant tout un outil d'automatisation pour moi. Ça apporte beaucoup plus de flexibilité que les systèmes traditionnels d'OCR, de traitement de documents. C'est assez facile à mettre en œuvre en réalité pour des cas simples, on va dire. Vous pouvez
prendre des pages d'un PDF, les découper en images et les envoyer sur nos endpoints, là, justement, chez OVH Cloud, pour en extraire de l'information. D'accord. Et sinon, pour les cas plus complexes, on a des partenaires, notamment en France, de Recital ou Illune Technologies. Ils sont spécialisés sur ces sujets. En Allemagne, Nectar AI, qui font ça très bien à grande échelle, de manière industrialisée, plus robuste. D'accord. Alors, imaginons que je sois une entreprise qui a des données un peu confidentielles comme ça, qu'elle souhaite océriser, c'est-à-dire mettre dans une base de données plutôt que sur des serveurs classiques, des drives, comme on dit classiquement. Est-ce que si elle fait ça avec les services proposés par OVH, ces données vont traverser l'Atlantique ou pas du tout? Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces données dans la chaîne de traitement? Notre promesse, c'est avant tout la protection de la donnée de nos clients, effectivement. Et ça se traduit de plusieurs manières. La première, c'est qu'on est immunisé aux lois extraterritoriales. Les données qui sont chez nous restent chez nous et ne sont pas sujettes aux lois en dehors de la communauté européenne. Typiquement Cloud Act, Patriot Act américain. C'est ces lois-là dont on parle le plus, effectivement. Ouais. Les modèles d'IA tournent sur de l'infrastructure OVH Cloud. Donc nous, on prend les modèles typiquement sur un Hugging Face, on les exécute ensuite sur nos infrastructures, on en fait des services managés dans ce cas précis. Et ce qu'on appelle l'inférence, donc utiliser les modèles ne nécessite pas de sortir de l'infrastructure d'OVH Cloud. Tout reste en interne chez nous et on n'utilise aucune donnée de nos clients, ni pour réentraîner les modèles, ni pour faire des statistiques, quoi que ce soit. Là, effectivement, c'est une réponse sur ces données sensibles de nos clients. Alors, ce premier cas d'usage avec une grande entreprise, peut-être il y en a d'autres, ou même peut-être avec des startups avec qui vous travaillez beaucoup? Oui, un autre cas d'entreprise sur lequel on a communiqué fin 2025, c'est France Travail. Ils avaient 2 cas d'usage. Le premier, c'était d'avoir un outil interne qui va permettre aux agents, donc là les agents de France Travail, pas les agents IA, les agents humains. Les agents humains, d'automatiser un certain nombre de tâches par rapport à des sources d'informations qu'ils ont en interne. C'était le premier. Et le deuxième, qui s'appelle MatchFT, qui était un cas d'usage permettant de faciliter la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et puis les recruteurs, avec notamment des suivis automatisés par SMS s'il y avait des questions de mobilité ou ce genre de choses. Donc là, il y avait évidemment un sujet important de sécurité de l'information, de souveraineté. Ça, c'est un cas qu'on a fait en tripartite avec Mistral, donc France Travail, Mistral AI et puis OVH Cloud, sur de l'infra OVH Cloud, évidemment. D'accord. Là, comme c'est un modèle propriétaire de Mistral qui était sujet à une licence, on n'a pas utilisé AI Endpoints qu'on a évoqué tout à l'heure, mais on a utilisé l'autre service qui s'appelle AI Deploy. AI Deploy, ça permet de mettre en inférence n'importe quel modèle. Oui. Pas uniquement les 40 qu'on a au catalogue, mais n'importe lequel. Si vous avez des modèles soit propriétaires, soit qui vous sont propres parce que vous avez développé votre propre modèle chez vous pour votre métier. Et donc là, aujourd'hui, c'est utilisé par 40 000 agents de France Travail dans les 900 agences au niveau national chez OVH. Donc ça, c'est ces assistants un peu de chatbot, c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup. Ouais, excellent. Et ça fait plaisir de voir que les services publics se mettent aussi à l'IA au passage. Sur la partie startup, peut-être, il y a des cas d'usage également? Nous, on a un programme startup où on recrute 800 startups par an. On en a recruté 5000 en 10 ans. J'ai envie de dire les 3/4 aujourd'hui ont de l'IA d'une manière ou d'une autre dans leur service. On voit beaucoup du coup ces sujets un peu d'hyper-personnalisation qu'on voit dans le retail et dans le marketing où on va essayer de proposer une expérience ou un ciblage à l'utilisateur spécifique à son profil et pas un persona, on va dire, plus large. Moi, ce que j'aime particulièrement voir, c'est que finalement l'industrie la plus représentée dans ces startups-là, c'est le domaine de la santé. Et donc, on a beaucoup de cas d'usage. Pour en citer quelques-unes, là, on en a accompagné certaines à Station F, début d'année. Il y a Tomo sur l'accompagnement de parcours de soins. Il y a Oli sur des assistants pour les infirmières libérales. Il y a Zoé Care sur l'aide à la prévention aux seniors. Donc, si une personne âgée chez elle tombe, comment est-ce qu'on le détecte automatiquement? On déclenche des services. Avec du son et de l'image ou ce genre de choses? Ouais, des capteurs, etc. D'accord. Ouais, donc c'est très riche. Est-ce que tu observes aujourd'hui une évolution dans les attentes des clients qui bossent avec OVH sur ces aspects justement de sécurité et de souveraineté des données? Oui, alors ces sujets de souveraineté sont effectivement des sujets qui ont gagné beaucoup en intérêt ces derniers mois, même si ça a été, on va dire, le positionnement historique d'OVH Cloud depuis sa création. On voit aujourd'hui qu'il y a des tensions internationales qui remettent un peu en cause certaines hypothèses qu'on avait sur notre dépendance technologique historique. Aujourd'hui, avec l'IA, ces use cases-là deviennent de plus en plus stratégiques parce que d'une part, on va repenser notre façon de faire notre business avec des services d'IA. D'autre part, ça va être dans le quotidien de plus en plus profondément des utilisateurs. Pour un asset stratégique d'une puissance étrangère, c'est vraiment un risque. Les négociations sont très dures parce qu'on a un peu cette menace d'être coupé de tel ou tel service. On voit qu'avant, c'était de la théorie et qu'aujourd'hui, on constate que ce n'est plus trop de la théorie. Et donc oui, nos clients
essaient de se prémunir de ce risque-là de venir chez nous. Nous, on a effectivement ce positionnement européen, on a ce positionnement aussi open source qui nous permet d'apporter des garanties sur de la réversibilité, sur de la protection par rapport à une dépendance étrangère. Ok, excellent. Ça nous amène à notre première question. Donc on voit que vous faites beaucoup de choses sur l'IA pour vos clients. Est-ce que en interne, en tant que société technologique qui fait aussi, j'imagine, beaucoup de développement, de supervision de système, vous utilisez également de l'intelligence artificielle ? L'IA, c'est un sujet prioritaire pour nous depuis maintenant plus d'1 an, où on a beaucoup d'initiatives internes. C'était d'abord des formations, des montées en compétences, de l'idéation sur comment intégrer ces nouvelles technologies chez OVH Cloud. Et depuis 1 an, on commence à sortir pas mal de projets. Un des sujets, je pense, qui ne fait plus vraiment débat aujourd'hui, c'est la génération de code. Tout le monde est d'accord maintenant pour dire que ça marche très bien. Oui, tout à fait. Sous réserve d'avoir une supervision humaine assez experte malgré tout. Oui, ça se fait pas tout seul, ça demande une certaine expertise, mais c'est vrai que les modèles deviennent de plus en plus performants là-dessus, mais ça demande effectivement un savoir-faire pour le faire bien. Le projet sur lequel on a communiqué récemment, c'est la refonte de notre manager. Donc, je ne sais pas si les gens se rendent forcément bien compte, mais donc le manager, c'est l'interface qu'on utilise pour gérer, déclencher des nouveaux services OVH Cloud. C'est vraiment l'ossature centrale d'OVH Cloud d'un point de vue client. D'accord. Il y a eu cette refonte du manager qui a été fait en, on va dire, une V1 en seulement 2 mois, alors que la précédente version a été construite sur des années. Assez gros comme logiciel, c'est pas 3 lignes immense, de code. Voilà. Alors en 2 mois, c'était pas la version définitive, mais c'était suffisamment sec pour se dire on commence à itérer dessus et à en parler à l'extérieur. Là, on est en train de finaliser la bêta de cette version-là. C'était un travail titanesque où le cycle de développement a été réduit de manière draconienne grâce à l'IA. Est-ce que c'est plus pour générer du code ou pour rétro-documenter le code existant que vous l'avez utilisé ? Sur OVH Cloud, où on a des centaines de services, nous, on a beaucoup de documentation. On a 1600 guides qui vont venir expliquer à nos clients telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel service dans différentes langues. Et donc là, le fait de changer de manager, en fait, on casse tous les guides qui était prévu sur l'ancienne version. On avait déjà de l'IA précédemment pour faire de la relecture de nos guides et automatiser la prise de screenshots. Mais là, récemment, on a mis en place des nouveaux agents qui vont en fait parcourir les anciens guides, regarder comment est-ce qu'on peut faire la même chose dans la nouvelle interface et rédiger des nouveaux guides en reprenant des screenshots automatiquement. On estime qu'il y a à peu près 50% des guides qui nécessitent d'être revus entièrement. Donc, on a des centaines de docs comme ça qui sont refaits. C'est un super use case parce qu'effectivement, c'est un travail qui est jugé laborieux, que les gens n'aiment pas trop faire, mais qui est pourtant absolument indispensable. Et là, l'IA, dans ce que tu décris, apporte une vraie valeur pour le réaliser. Oui, c'est effectivement laborieux. Ça nous amène à notre deuxième question. On parle beaucoup aujourd'hui de changement de fond dans le métier d'édition de logiciels, notamment dans les modèles SaaS, puisqu'on voit apparaître des nouveaux utilisateurs que sont les agents, peut-être un changement de business model. Alors OVH Cloud est évidemment bien placé pour observer cet écosystème-là. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui dans ce monde-là ? Octave Klaba, notre CEO et fondateur, en a parlé en novembre dernier. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'IA va venir se positionner au-dessus du SaaS et se présenter en fait comme un utilisateur des SaaS au nom de personnes humaines ou alors parfois de manière autonome. Et donc ça, c'est un impact très profond. Peut-être pour donner des exemples très concrets, en fait aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des ERP. Alors c'est vrai que c'est pas forcément l'outil le plus fun. Parfois, il faut faire beaucoup de saisies multiples d'une même information. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est des agents qui vont finalement prendre le rôle de l'utilisateur humain pour aller saisir la même information dans 3 écrans différents ou aller faire une séquence de clics qui peut être assez rébarbative. Donc, c'est bien de ça dont tu parles. Exactement. On peut imaginer... Alors, l'ERP, j'imagine que ça va être un gros chantier parce que c'est souvent des solutions très complexes, mais imaginez qu'au lieu d'aller dans l'interface de l'ERP, et je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient bien s'en passer, vous demandez à un agent, en fait, un chatbot de réaliser telle tâche pour vous, et c'est lui qui va se connecter à l'ERP et faire ce qui est nécessaire. L'impact, c'est qu'aujourd'hui, ces solutions logicielles, elles sont faites pour des utilisateurs humains, avec des boutons sur lesquels il faut cliquer, des workflows, etc. Demain, si c'est des agents, en fait, on ne parlera plus d'interface UX classique, mais ça va être des API qui vont pouvoir être utilisées par des agents. Et donc, ces API-là, ça veut aussi dire qu'il va falloir imaginer quand est-ce qu'on demande l'approbation d'un humain,
qui est responsable de quoi, etc. Donc il y a un nouveau parcours en fait d'utilisation. De redéfinir les processus métiers en intégrant un nouvel acteur qui est l'intelligence artificielle qui n'était pas dans le paysage avant. Exactement. D'accord. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il faut repenser les interfaces de ces solutions, effectivement. Oui, d'accord. La deuxième, c'est que ces solutions, elles vont finalement être vues comme des espèces de bases de données géantes et que l'interlocuteur de l'utilisateur, ça va être l'agent et plus le logiciel. Et donc, il y a un déport en fait de la valeur business qui se fait au niveau de l'agent par rapport au SaaS. Et donc ça, c'est potentiellement un challenge aussi. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va se débarrasser complètement des ERP parce qu'ils gardent quand même des fonctions clés. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, sur le stockage de la donnée, etc., là, ça reste dans les solutions. Et après, je pense que ça va cohabiter. Il va y avoir une très longue période, j'imagine, où en fait, on va l'utiliser pour certaines choses en direct avec les interfaces qu'on connaît et pour d'autres, une porte d'entrée par des agents. Ça va amener de plus en plus cette utilisation d'agents IA dans notre quotidien parce qu'en fait, on va leur déléguer nos droits pour aller utiliser tel ou tel service. Et puis, ça va désiloter aussi les SaaS, tu sais. Ah oui, absolument. Oui. Aujourd'hui, c'est un challenge parfois de faire communiquer telle solution avec telle autre solution d'un autre éditeur. L'agent peut être l'intermédiaire en fait qui va pouvoir aller taper dans les différentes bases de données et nous rendre une interface unique à nous, utilisateurs. Ok, donc des changements assez profonds dans la façon dont on fait du logiciel et dont on les utilise dans les années qui viennent. Exactement. Très bien, écoute, merci énormément Gilles Closet pour tous les éléments que tu nous as apportés aujourd'hui ainsi qu'à nos auditeurs. C'était absolument passionnant. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et j'en profite pour vous annoncer la sortie de notre nouveau site internet sur lequel vous pouvez d'ores et déjà vous connecter. Donc c'est maintenant www.citeia.fr. À très bientôt.